Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir. Alors attendez, je vais prendre le livre. Éric Delbecq, voilà, je l'ai, votre livre, Les Irresponsables, entre les mains, aux éditions Plomb, 10 ans après Charlie Hebdo. Évidemment, on avait envie de vous entendre ce soir, au lendemain de ce qui s'est passé à Mulhouse. Cet Algérien, 37 ans, sous OQTF, qui poignarde, qui sort un couteau sur une place d'un marché, qui tue une personne qui a tenté de s'interposer. Pardon, mais cet homme, qui est un Portugais, un sexagénaire, est un héros. On dit les choses. Cet homme a tenté de s'interposer. Ça lui a coûté la vie. 7 personnes sont blessées. Éric Delbecq, vous êtes expert en sécurité intérieure et ancien directeur sécurité de Charlie Hebdo. On a un peu le sentiment qu'on avait oublié ce type d'attaque terroriste. Alors, ça dépend qui. En France, oui, on l'a pas du tout oublié, y compris parce que le procureur national antiterroriste a rappelé très récemment, que le risque était très élevé et qu'on a eu beaucoup d'exemples de cette nature, même les dernières semaines. Donc, pour les gens qui sont un tout petit peu observateurs et qui veulent ne pas oublier... c'est un acte terroriste islamiste. Oui. C'est pas une rixe entre mineurs sur fond de trafic de drogue. Mais même ces derniers temps, y compris dans d'autres pays européens. Donc en fait, on ne l'a pas vraiment oublié, mais on n'a pas effectivement la même conscience collective que le risque sous cette forme-là, c'est-à-dire de manière isolée avec une arme blanche. Bon, en l'occurrence, il avait un couteau et puis un tournevis. Ça peut nous arriver à tout moment de la journée. Et surtout, ce qu'on n'a pas compris peut-être, c'est la modification vraiment structurelle du risque islamiste terroriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près une très large partie, pour ne pas dire tous, les gens qui ont fait de l'apologie du terrorisme peuvent être susceptibles de devenir violents. Donc, j'ai l'habitude de dire depuis quelque temps, la formule semble pédagogique, donc je vais l'employer de plus en plus. Il n'y a pas besoin d'une Kalachnikov pour être un djihadiste. Bon, on voit qu'il y a besoin simplement d'un couteau ou d'un tournevis. Et dans le profil des gens qui sont susceptibles de passer à la violence, on en a en fait des centaines, pas pour ne pas dire plus. Oui, c'est très inquiétant. Oui, mais c'est réaliste. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez raison, Éric Delbecq. C'est pour ça qu'effectivement votre voix est importante. Cet homme, il a un profil quand même très très particulier. On a essayé de l'expulser 10 fois. L'Algérie n'a pas voulu donner de laissez-passer consulaire. Et on se retrouve avec un homme qui, semble-t-il, enfin c'est avéré même avec des problèmes psychiatriques, et qui sort un couteau et qui va poignarder en sortant après avoir pointé au commissariat. Non, mais c'est quand même dingue comment on se protège de ce type d'individus. Alors, la question de savoir ce que sont ce type de profils et est-ce qu'ils sont fréquents, est-ce qu'on a beaucoup, la question est oui. Sur la question psy, encore faut-il maintenant savoir la réalité ou la profondeur du mal psychologique, c'est-à-dire est-ce que là, il était dans un épisode particulièrement probant de maladie mentale, parce que, encore une fois, on peut être radicalisé et avoir des problèmes psychiatriques. Ça n'exclut pas la responsabilité. Mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que souvent, mais souvent quand il y a ce type de profil qui commet des actes horribles, on nous dit oui, mais voilà, malade psychiatrique. Non, oui, sauf qu'il faut être un peu malade pour prendre un couteau, aller poignarder au nom de je ne sais quoi au milieu d'un marché. Non, on voit bien l'idée qui sous-tend. Voilà, on voit bien l'idée qui sous-tend généralement cet argument. C'est-à-dire de dire oui, mais les types sont pas totalement responsables ou ils sont pas totalement islamistes. Oui. Alors. Si, la plupart du temps, ils sont responsables, même s'il y a des circonstances atténuantes, qu'il n'y a pas d'abolition de discernement. Généralement, il y a une altération de discernement, ils sont responsables. Et deuxièmement, on peut être tout à fait radicalisé islamiste et avoir un trouble de la personnalité. Ça n'abolit pas la liberté de choix de sombrer dans une idéologie radicale. En revanche, il est vrai que si vous êtes paranoïaque ou sociopathe, vous allez être plus facilement un bon candidat pour ce type d'idéologie. Mais faut pas essayer de camoufler quelle est la réalité de l'idéologie qu'il y a derrière ce type d'acte. Deuxièmement. Oui. Troisièmement, après, sur le fait qu'on ait du mal à savoir quoi faire face à de tels individus, il faut le réinsérer dans quelque chose de plus structurel, de plus long terme. C'est-à-dire que on n'a pas aujourd'hui de cohérence entre le niveau de dangerosité d'un individu et la capacité qu'on a à l'enfermer. Donc, on peut avoir des gars qui se trimballent dans la nature, dont on sait qu'ils sont parfaitement dangereux puisqu'on les connaît bien. Et encore une fois, les experts soulignent à raison que quand on va pointer au commissariat tous les jours, c'est que quand même tout le monde est d'accord pour dire que la personne est particulièrement dangereuse. Or, nous n'avons pas, par exemple, le cadre juridique permettant de dire à un gars qui refuse de signer son contrôle judiciaire, tu vas peut-être rester avec nous.
parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas et tu peux être dangereux. Donc, on n'a pas effectivement les véhicules administratifs ou juridiques pour être en mesure de faire cesser le scandale. Quand vous pensez qu'un OQTF, par exemple... On est complètement à côté de la plaque, oui. Éric Delpech. Oui. Mais c'est-à-dire qu'évidemment, le ministère de l'Intérieur est bien au courant de tout ça. Pourquoi ça ne bouge pas ? Parce que le ministère de l'Intérieur fait tout ce qu'il peut et que notre problème n'est pas le ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau... Qui est votre problème ? Dites-moi qui. Non, mais c'est vrai. J'y viens. Mais alors, vous allez voir pourquoi je passe. De l'Intérieur, c'est quoi ? C'est non, mais quand Gérald Bruno Darmanin Retailleau dit je vais faire ce que je peux, mais notre cadre légal étant ce qu'il est, il faut qu'on soit amené à le modifier. C'est parfaitement juste. La question, c'est qu'il faut l'aménager ou le restructurer sur des éléments qui sont clés et pas des faux débats. Donc effectivement, l'exemple est intéressant. Des OQTF, alors ils ne sont pas tous dangereux, il ne faut pas exagérer non plus, mais que quelqu'un ait 30 jours pour quitter le territoire national lorsqu'on sait que par ailleurs il est totalement dangereux et qu'on demande de faire appel à son bon sens et à son volontariat, là on voit bien qu'on est sur Mars. On a un problème, non pas avec le ministère de la Justice, mais on a un problème parfois, regardez, avec la circulation de l'information. Quand on voit dans le cas de Mohamed Amra, ça c'est inaudible. La main droite mange... On a un problème de circulation de l'information. Donc on a les outils, mais bon, on ne sait pas les mettre en œuvre, et puis on ne se parle pas, et puis on travaille pas ensemble. Regardez le rapport de l'inspection générale de la justice, il est édifiant. C'est-à-dire que tous les acteurs de la chaîne pénale ne communiquaient pas sur le niveau de dangerosité de Mohamed Amra. Or, les délinquants de ce niveau-là sont forts de nos faiblesses. Très franchement... Ah oui, non mais c'est incroyable, Mohamed Amra, mais c'est incroyable. Oui. Je vais être méchant. Quand vous voyez ce garçon, quand on l'a attrapé là, avec ses lunettes et sa mauvaise teinture, non pas rousse mais orange, on a quand même dans l'idée que c'est pas forcément un grand stratège criminel, c'est quelqu'un de très violent, peut être quelqu'un de assez rationnel dans l'organisation d'un certain nombre de choses, mais c'est pas non plus un grand stratège. Donc, de ce fait-là, on est amené à penser que finalement, ce sont nos carences qui sont exploitées. Et par ailleurs, on sait que nos forces de sécurité intérieure, nos policiers, nos magistrats, nos gendarmes sont plutôt très performants. Regardez, même des policiers municipaux dans le cas de Mulhouse, ils ont eu le discernement de ne pas employer, a priori, d'après ce que dit le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, leur arme à feu pour ne pas faire de victimes innocentes et de le maîtriser physiquement, d'aller sur lui. Donc on a des professionnels de sécurité qui, comme leur nom l'indique, sont professionnels. Mais il y a des points qu'on devrait cibler juridiquement et administrativement. Et autre illustration, parce que depuis ce matin, je décolère pas, quand j'entends le ministre des Affaires étrangères nous dire qu'on a une situation de crise avec l'Algérie, on n'a pas une situation de crise avec l'Algérie, on a des problèmes structurels depuis des années. Donc il faut arrêter de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc je ne m'en prends pas spécialement à lui en tant que ministre des Affaires étrangères, mais on voit bien qu'il protège aussi toute une administration qui s'appelle le Quai d'Orsay. Mais il faut regarder les réalités sans idéologie, mais avec un minimum de courage intellectuel. Ça nous ferait du bien. Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure et auteur de l'ouvrage Les Irresponsables. Je voudrais vous faire réagir. On me dit qu'il y a une magistrate sur LCI qui vient de s'exprimer, expliquer que faire pointer tous les jours le terroriste de Mulhouse a pu le pousser à passer à l'acte car vécu comme une humiliation. Voilà ce qu'on dit. C'était le syndicat de la magistrature ou pas ? Bah écoutez, semble-t-il. Voilà, vérifie. Non mais écoutez. Donc il ne faut pas faire pointer les terroristes, ça les énerve. Ouais, non mais enfin bon, je ne vais même pas commenter. Il y a une avocate hier qui a dit que tout ça c'était la faute de Bruno Retailleau quand même. Non mais c'est je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Sur Mulhouse, est-ce qu'on a des personnes terroristes sur le territoire ? Est-ce que ça vous inquiète ? Le journaliste pose cette question. L'avocate en droit des étrangers répond, moi ce qui m'inquiète, c'est que Bruno Retailleau soit au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et en fait, avec qui on est obligé de cohabiter. Qui sont les gens qui sont dans les tribunaux ? Qui sont les gens ? Qui sont ces magistrats ? Qui sont ces avocats qui prennent toujours fait et cause pour les personnes qui représentent un danger pour notre pays et au contraire qui accablent et qui pointent du doigt ceux qui sont censés nous protéger. En tout cas, pour répondre à votre question, non, ce raisonnement n'a pas de sens. Elle est membre de la LDH. Bon, oui. Bon, écoutez, on va laisser peser. Ligue des droits de l'homme. J'adore. Ligue des droits de l'homme, oui, bien sûr. Merci de préciser. La question, c'est pas que ça les énerve, parce que ça, j'allais dire, on s'en moque un peu. La question, c'est est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace ? Non, mais la Ligue des droits de l'homme qui explique que quelqu'un qui doit pointer au commissariat, ça risque de l'énerver et que ce serait peut-être ça qui serait responsable du passage à l'acte. Oui, vous savez, c'est la même. Non, mais c'est la même logique de dénégation du réel quand on vous explique qu'il y a des islamistes modérés, ou bientôt on va nous sortir le concept de terroriste modéré.
très en vogue. Vous avez raison, Éric Très Delbecq. en vogue depuis que Jolani est en Syrie. On a dit que c'est un islamiste pragmatique. Oui. J'adore. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. C'est la même Ligue des droits de l'homme qui fait la chasse aux crèches dans les mairies. Hein. Oui. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Les crèches sont dangereuses, mais pas le terroriste islamiste. Non, les terroristes qui vont pointer, c'est hors de question. En revanche, les crèches de Noël dans les mairies du Sud. Un petit Jésus avec un couteau, faut faire attention. Danger, mais c'est quand même incroyable. C'est lunaire. Mais c'est quand même incroyable. Et c'est gavé d'argent public tout ça. Hein. Bien sûr, évidemment. Dites-moi, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, FSPRT, le principal suspect, donc, cet Algérien sous OQTF, était inscrit dessus. À quoi sert-il ce fichier? Dites-nous, Éric Delbecq. On a du mal à comprendre son utilité. Des fichiers, ce sont des instruments de travail. Oui. C'est comme à l'époque ce grand débat qui n'aboutissait jamais sur les fichiers S. Ce sont des instruments pour permettre aux services de renseignement ou de police de travailler. On ne doit pas en entendre plus que le fait de savoir qu'on a des gens effectivement qui sont à surveiller. Alors, et à surveiller, donc il était sous surveillance, monsieur. Avec quels moyens? Repensez à ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où on est bien convaincu qu'un certain nombre de gens, même qui sont dans l'apologie du terrorisme, qui nous paraît encore pas le stade ultime, peuvent être dangereux, qu'il faut surveiller tous ces gens. Vous imaginez le nombre d'objectifs qu'il y a à surveiller sur le territoire national. Donc de ce point de vue-là, les services, c'est normal, se concentrent sur ce qu'ils appellent le haut du spectre. Et de ce point de vue-là, le nombre d'attentats déjoués par la DGSI et le niveau d'analyse, de travail du terrain pour comprendre ce qui se passe de la DNRT est franchement de très bonne qualité. La question, c'est qu'après, il faut comprendre que nous produisons des gens susceptibles de violence et susceptibles aussi d'apologie du terrorisme, parce que nous avons aussi des enclaves totalement salafisées qui sont un des moteurs d'une partie du séparatisme, et que quand vous avez des incubateurs comme ça, bien évidemment que vous allez accélérer la production de gens qui sont éventuellement capables, si correctement idéologisés, de passer à l'acte. Donc ce que ça met en cause, c'est l'ensemble de notre modèle de société et notre capacité à protéger le régime républicain. Lorsque vous voyez aujourd'hui que dans un certain nombre d'organisations, y compris des services publics, on se tord un peu le nez pour rappeler les grands principes de laïcité, ou que quand on a quelqu'un qui est menaçant, il faut quand même faire le nécessaire avec les forces de police. Bon, et puis en plus, les idées de certains politiques ou de certaines politiques me paraissent totalement aberrants, et ça consomme des moyens. Je ne résiste pas au fait de vous parler de la dernière idée de Madame Borne sur les contrôles aléatoires devant les établissements scolaires. Mais qui souffle des idées pareilles? Je ne sais pas. Bon, c'est pas le ministère de l'Intérieur. Ça n'est pas le ministère de l'Intérieur. Oui, effectivement, ça paraît irréalisable. Voilà. Et puis surtout, c'est irréalisable, on n'avait pas les moyens de le faire. Non, mais vous le faites un jour, ça a lieu un autre. Tant pis. Qu'est-ce que c'est? Enfin, soit on est sur des idées un peu pensées, un peu structurelles. En tout cas, c'est aussi elle, pardon, je m'acharne pas sur elle, qui nous avait parlé des bornes fixes dans les établissements scolaires pour les intrusions armées. Oui, bien évidemment, la borne qui va être à 300 mètres ou dans le bureau du provisoire, qu'on ne peut pas atteindre au moment où il y a l'intrusion. Mais elle a reconnu aussi qu'elle n'y connaissait rien, l'éducation nationale. Je vous rappelle sur la sûreté, ça c'est sûr. Mais Madame Belloubet, c'était pareil. Madame Belloubet, c'était pareil. Avec son histoire là d'équipe mobile où on va mettre 20 personnes sur l'ensemble du territoire national pour gérer les crises. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter quand même de prendre les Français pour des idiots. Et comment on se protège, franchement? Moi, j'imagine les auditeurs d'Europe 1 qui vous écoutent et qui entendent qu'il pourrait y avoir des centaines de personnes comme ça dans nos rues. Pardon, mais... Alors, des milliers. Des milliers. Étant donné que moi, je me mets toujours a dit des centaines. À distance. Oui, des milliers. Je me mets toujours à distance. Il y a des problèmes qu'on ne pourra pas gérer demain matin, ni dans un mois, ni dans 6 mois. Non, mais pour les auditeurs, il y a un comportement à repérer, qu'on peut repérer. Je ne sais pas, j'en sais rien, moi. Je pose des questions, vous êtes expert en sécurité. Alors, oui, il y a des comportements qu'on peut repérer. En tant que citoyen lambda, comment doit-on réagir? Alors, quand vous êtes un citoyen lambda, pour le moment, si vous n'êtes pas formé, c'est difficile à repérer. La question concrète, par exemple, que faire concrètement? Il faudrait de grands programmes de sensibilisation des citoyens, justement, à la détection de comportements à risque, aux gestes de premier secours, etc., etc. Quand vous voyez la difficulté aujourd'hui dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, à organiser un exercice de réaction à l'intrusion armée, vous voyez le chemin qu'on a à parcourir. C'est-à-dire que toutes les bonnes consignes qu'on donne dans Vigipirate, etc., dans tous les plans, on n'est pas capable de les faire connaître aux citoyens.
Donc c'est très pragmatique ce genre de choses. C'est quand même incroyable. On a l'impression d'avoir un mammouth en face de nous, le mammouth administratif, le mammouth de tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on a les clés. L'administration n'est pas toujours mise au pied du mur. C'est-à-dire qu'entre le moment où des politiques décident quelque chose et où des responsables d'administration veulent bien exécuter ce qu'on leur demande d'exécuter, il se passe un laps de temps plus ou moins grand, y compris quand les gens à qui on demande d'exécuter une politique estiment que leur couleur idéologique fait qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils vont le faire très mollement. Il faut quand même rappeler que le service de l'État, c'est un service qui ne doit pas être empreint de partialité idéologique et intellectuelle. Je voudrais vous, à propos d'apologie du terrorisme, cette information, Zazou Youssef, qui sera jugé à Brest demain, au même moment où l'influenceur Doualem le sera lui aussi devant la justice de Montpellier. On me dit que les deux seront jugés à la même heure pour éviter une jurisprudence malheureuse. Je vous jure que c'est vrai. Non mais c'est quand même incroyable. Mais qui dit ça ? Information Europe 1. Hein. C'est Information Europe 1. Je vous jure que c'est vrai. Information Europe 1. Mais quoi qu'il arrive, on espère que la justice sera très ferme. Oui. Bah, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une différence de traitement. C'est quand même deux personnes qui ont menacé de tuer des Français, de tuer et de s'en prendre. Aux opposants du régime algérien en France. Hein. Donc c'est quand même des personnes qui représentent un danger pour notre pays. Et là encore, dans ces affaires-là, la justice a été bien souvent pointée du doigt pour pas des irrégularités, mais en tout cas des décisions que les Français ne peuvent pas comprendre et des décisions incompréhensibles. Bien, Éric Delbecq, j'ai envie de vous dire que vous reviendrez bientôt dans ce studio. Mais moi, je suis à votre disposition. Expert en sécurité intérieure et auteur de l'ouvrage Les Irresponsables aux éditions Plomb. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Vous en prie. Là, votre livre, 10 ans après Charlie Hebdo. Voilà, je le conseille à tous ceux qui s'intéressent effectivement à notre sécurité. Merci d'être venu sur Europe 1. Je vous en prie. À très bientôt. Il est 19h30. Au revoir.